Alors jusqu'à maintenant, on a regardé l'offre des biens et services de notre économie, que c'était quelque chose qu'on appelait l'offre agrégée de notre économie. Les choses qu'on va faire dans la suite de notre chapitre, c'est on va décrire la demande des biens et services de notre économie, qu'on appelle aussi la demande agrégée de notre économie. Donc, si vous vous rappelez du chapitre 2, dans le chapitre 2, on avait dit que dans le chapitre 2, on avait dit que la demande agrégée des biens et services de notre économie, elle contient trois éléments, que c'est la consommation, l'investissement et la dépense publique. On va noter par la lettre C la consommation, par la lettre I l'investissement et par la lettre G la dépense publique. Peut-être que quelqu'un d'entre vous se rappelle de que, en fait, dans la réalité, on avait deux éléments additionnels qui sont les exportations et les importations. Ici, on va faire une simplification de notre analyse. On va considérer qu'on se trouve dans une économie fermée, donc il n'y a pas ni exportation ni importation. On est dans une espèce d'économie qui est isolée du reste de la planète. Donc là, on va se focaliser sur la consommation. Donc, qu'est-ce que c'est la consommation? Si vous vous rappelez du chapitre 2, la consommation, c'est simplement les biens et services qui sont achetés par les ménages. Donc, la consommation l'année 2020, par exemple, c'est les biens et services que les ménages de l'année 2020 en France, ils sont achetés. Si vous vous rappelez, la consommation, elle contient trois types d'éléments, ou trois catégories. On a la consommation des biens non durables, qui sont des biens avec une durée de vie très limitée, comme par exemple la nourriture, les vêtements. Vous savez aussi les biens durables, comme par exemple les voitures, les électroménagers. Ce sont des biens avec une duration plus longtemps que les biens non durables. Et après, vous allez aussi avoir les services. Donc la consommation, c'est quelque chose de très important parce qu'en fait, si vous vous rappelez des chiffres du chapitre 2, ça compte plus de la moitié du PIB. En fait, entre la moitié et le tiers du PIB, ça compte la consommation. Donc c'est quelque chose de très important dans la partie de la demande agrégée de notre économie. Donc on va essayer de comprendre la consommation dans notre économie. Pour faire ça, on revient au graphique initial que vous avez présenté au début de ce chapitre. Donc, on va se focaliser sur les ménages maintenant. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les ménages? Si vous vous rappelez, les ménages, basiquement, c'était les propriétaires des facteurs de production. Rappelez-vous que les facteurs de production, c'était le capital et le travail. Donc, eux, ils vont vendre les facteurs de production dans les marchés des facteurs de production aux entreprises et en échange de ça, les entreprises vont payer un revenu. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les ménages avec ces revenus-là? D'abord, ils vont payer des impôts. Donc, on va appeler aux revenus, une fois qu'on a payé des impôts, on appelle à ces revenus les revenus disponibles. Donc, on appelle les revenus disponibles parce que c'est les revenus que les ménages ils sont à disponibilité pour faire ces dépenses. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire les ménages avec ces revenus disponibles? Une partie, ils vont l'utiliser pour la consommation. Ils vont acheter des biens et services qu'ils vont l'utiliser aujourd'hui, dans le moment courant. Mais une autre partie, ils vont l'utiliser pour épargner. Et cette épargne-là, on l'appelle l'épargne privée. Cette épargne privée, par exemple, ça va être utile, par exemple, pour consommer davantage dans le futur. Donc, on va essayer d'expliquer ou d'exprimer cette petite idée qu'on a montrée là avec une équation mathématique. Et c'est les choses qu'on va faire dans ces diapos-là. Donc, je passe au tableau pour expliquer ça, c'est plus facile. Donc, on va d'abord représenter les revenus de notre ménage. Donc les revenus de notre ménage, on les représente par la lettre Y. C'est exactement les PIB. Rappelez-vous que les PIB, c'est le chose qu'on utilise pour payer les différents facteurs de production. Et comme les ménages sont les propriétaires des facteurs de production, voilà, Y, c'est en fait les revenus des ménages. On va appeler par la lettre T, on va noter les impôts. Donc, les revenus, les impôts, c'est les choses qu'on appelle les revenus disponibles. Donc, notre graphique nous avait dit que qu'est-ce qu'ils vont faire les ménages avec les revenus disponibles? Une partie, ils vont les consommer et une autre partie, ils vont l'utiliser pour faire l'épargne, qu'on appelle l'épargne privée. Donc, l'idée, c'est d'expliquer cette équation, ou sa composante de cette équation-là. Donc, les PIB, on connaît déjà
disons, dans les vidéos précédentes, on a déjà vous expliqué d'où ce qui provient la production de notre économie. Maintenant, croyez-moi que les impôts sont connus. Donc, pour le moment, on ne va pas vous expliquer d'où proviennent les impôts, mais je vais vous expliquer ça dans quelques vidéos. Donc, imaginez-vous qu'on connaît Y et on connaît T. Donc, les choses qu'on devrait expliquer, c'est la consommation et l'épargne privée. Mais en fait, l'idée, c'est qu'on n'a pas besoin d'expliquer les deux. Si on explique un de ces deux-là, l'autre, on l'obtient comme un résidu. En fait, imaginez-vous qu'on va expliquer que la consommation. Donc, dès que je connais la consommation, en fait, je connais de façon automatique l'épargne privée. Donc, regardez, l'épargne privée, c'est simplement les revenus disponibles moins la consommation. Donc, dès que je connais exactement les comportements de la consommation, dès que je décris la consommation, je connais automatiquement l'épargne privée. Voilà. Et ça, c'est les choses qu'on va faire maintenant. Donc, on va essayer d'expliquer la consommation. Donc, la première chose qu'on pourrait s'imaginer, c'est que la consommation, ça doit être quelque chose qui dépend de quelques éléments de notre économie. La microéconomie, en fait, nous dit que la consommation, ça dépend énormément du revenu disponible de chaque ménage. Donc, les ménages, quand ils sont plus riches, c'est-à-dire quand ils ont un revenu disponible plus grand, ils vont consommer plus. Alors ici, on pourrait imaginer qu'au niveau agrégé, quand vous mettez tous les ménages ensemble, on pourrait raisonnablement imaginer que la consommation, ça va être une fonction du revenu disponible. Donc ces lettres C-là, ça nous dit que la consommation, c'est une fonction du revenu disponible. Voilà. Et comme la microéconomie nous dit, les plus les ménages sont riches, et plus ils vont consommer. Donc on pourrait bien imaginer que la fonction de consommation, c'est une fonction croissante du revenu disponible. Et vous savez déjà qu'une façon mathématique d'exprimer qu'une fonction est croissante, c'est avec la dérivée. Donc ici, il nous dit simplement que la fonction de consommation, c'est une fonction croissante du revenu disponible. Cette équation-là, il nous dit que quand les revenus disponibles augmentent, quand Y moins T augmente, la consommation va augmenter. Voilà, une idée très simple. Donc en fait, en économie, comme je vous disais avant, les économistes, on adore donner des noms à des concepts mathématiques. Donc du coup, on va appeler à cette dérivée-là, on va l'appeler la propension marginale à la consommation. Donc qu'est-ce que c'est la propension marginale à la consommation? C'est rien d'autre que la pente de la fonction de consommation. Et qu'est-ce que nous dit la pente de fonction de consommation? Elle nous dit que quand on augmente un petit peu les revenus disponibles, ça c'est la raison pour laquelle on appelle marginal, quand on augmente les revenus disponibles un petit peu, il va nous dire de combien va augmenter, ou de combien va varier, ou changer, dans notre cas, va augmenter parce que c'est positif, de combien ça va changer, va augmenter la consommation. Donc on appelle à la pente de la fonction de consommation, on appelle la propension marginale à la consommation. Donc dès qu'on a décrit déjà la consommation, on est prêt alors à décrire l'épargne. Donc l'épargne, c'est quelque chose de très simple. Comme je vous avais dit, c'est simplement un résidu. Donc je passe au tableau à nouveau. Donc rappelez-vous, l'épargne privée, c'était simplement les revenus disponibles moins la consommation. Mais maintenant, je sais que la consommation, maintenant, c'est une fonction du revenu disponible. Donc ça, c'est l'épargne privée. Donc de la même façon que j'ai parlé de la propension marginale à la consommation, je pourrais aussi parler de la propension marginale à l'épargne. Et c'est quoi la propension marginale à l'épargne? Simplement, c'est la dérivée de l'épargne privée par rapport aux revenus disponibles. Donc si vous faites la dérivée de ça par rapport aux revenus disponibles, ça c'est égal à 1 moins C' de Y moins T. Et en fait, si vous vous rappelez, cet élément-là, c'était simplement la propension marginale à la consommation. Ici, on va faire une hypothèse. On va faire l'hypothèse de que la propension marginale à l'épargne, elle est positive. Ça veut dire que quand j'augmente les revenus disponibles, les ménages, ils vont épargner plus aussi. Ils vont épargner davantage. L'épargne privée va augmenter.
En fait, c'est quelque chose que on savait déjà du comportement microéconomique des séances économiques. On sait que les séances économiques, quand ils sont plus riches, ils vont consommer plus, et aussi ils vont épargner plus. Alors, de façon agrégée, on peut considérer que la propension marginale à la consommation est positive, comme je vous ai déjà expliqué, mais aussi on va considérer l'hypothèse que la propension marginale à l'épargne est aussi positive. Voilà. Donc cette relation-là que je viens de vous montrer, en fait, il nous dit quelque chose de très intéressant. Il nous dit qu'en fait, la somme de la propension marginale à l'épargne et de la propension marginale à la consommation, c'est égal à 1. Donc je vais vous expliquer maintenant pourquoi on a ces sommes égales à 1. Alors pourquoi la somme de la propension marginale à la consommation et de la propension marginale à l'épargne, pourquoi c'est égal à 1? C'est quoi l'intuition de cette histoire-là, qu'on a montré mathématiquement que doit être égal à 1, mais c'est quoi l'intuition derrière cette histoire-là? L'intuition, c'est très simple, vous allez voir. Donc imaginez-vous que les ménages, ils vont avoir du revenu disponible davantage. Donc imaginez-vous que les ménages, ils vont avoir un revenu disponible davantage de delta Y moins T. Donc ils vont gagner un revenu disponible un peu plus élevé. Donc on sait par les choses que je vous ai expliquées avant, et même la microéconomie, on sait que ces revenus disponibles les plus élevés, les choses qu'ils vont faire, c'est que les ménages vont consommer davantage et aussi ils vont épargner davantage. Il va y avoir une épargne privée plus élevée, ou on va dire une épargne privée plus grande davantage. D'accord? Donc basiquement, les choses qui vont passer, c'est que les ménages, ils vont cette augmentation ou cet revenu disponible davantage, ils vont les partager entre une partie de ces revenus davantage, ils vont l'utiliser pour consommer davantage, et une autre partie pour épargner davantage, épargne privée. Donc maintenant, si vous divisez ça par delta Y moins T, divisé par ça, par l'augmentation du revenu disponible, basiquement, ça devient égal à 1, donc vous savez 1, et ça c'est égal à quoi? Cette histoire-là, si vous considérez que toute cette augmentation du revenu disponible, si tout ce delta Y moins T, si vous considérez que c'est petit, rappelez-vous que les dérivés, ça marque des petites variations de ça, donc si vous avez une petite variation du revenu disponible, cette histoire-là, c'est simplement la propension marginale à la consommation plus histoire-là, c'est la propension marginale à l'épargne. Donc, basiquement, cette condition-là, que peut-être ça pourrait ressembler mystérieuse, l'unique chose qu'il nous dit, c'est que les revenus disponibles qu'on va avoir davantage, simplement les ménages, une partie, ils vont l'utiliser pour consommer, une autre partie, ils vont l'utiliser pour épargner davantage. En fait, cette équation-là, ça nous donne un résultat très intéressant, une interprétation alternative très intéressante de la propension marginale à la consommation et de la propension marginale à l'épargne. Donc, si vous voyez dans ces petites notes-là, la propension marginale à la consommation, en fait, si vous prenez la propension marginale à la consommation et vous les multipliez par 100, passivement, il nous dit des 5 euros additionnels qu'un ménage gagne, il va nous dire combien de centimes cette ménage il va utiliser pour consommer. Et évidemment, le reste, c'est l'autre partie des centimes de cet euro additionnel, ils vont l'utiliser pour épargner. Donc imaginez-vous ici l'exemple. Ici, on considère que la propension marginale à la consommation, c'est égal à 0,7. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Bon, la première chose, c'est qu'on sait que la propension marginale à l'épargne, c'est 1 moins la propension marginale à la consommation. Donc la propension marginale à l'épargne, c'est 0,3. Et qu'est-ce que ça veut dire que la propension marginale à la consommation, c'est 0,7 et la propension marginale à l'épargne, c'est 0,3? Basiquement, il nous dit que les 5 euros additionnels ou supplémentaires que notre ménage gagne, 70 centimes, ils vont les destiner à la consommation et 30 centimes à épargner. Donc ça, c'est simplement cette relation-là que je vous ai montré là, que la somme de la propension marginale à la consommation et de la propension marginale à l'épargne, c'est égal à 1. Voilà. Donc maintenant, je vais vous donner un exemple plus spécifique de la consommation. Rappelez-vous, on avait dit que la consommation, c'est simplement une fonction
les revenus disponibles. Donc maintenant, je vais vous expliquer, vous donner un exemple de fonction de consommation. Donc voilà, je vais vous montrer ici une fonction de consommation. Donc ici, on a une fonction de consommation. Je vais vous expliquer un peu qu'est-ce que ça veut dire cette fonction de consommation. Donc on voit ici que la consommation, d'abord, c'est une fonction du revenu disponible, comme on avait dit avant. Vous voyez, la consommation, c'est une fonction du revenu disponible. Voilà. Donc ici, ces deux paramètres-là, ces petites et ces zéros, c'est des paramètres. Donc qu'est-ce que ça veut dire ces deux paramètres dans cette fonction de consommation spécifique? Bon, on commence d'abord avec ces zéros. Donc ces zéros, simplement, ils nous montrent un type de consommation qui ne dépend pas du revenu disponible. D'abord, par exemple, on pourrait appeler ça ce type de consommation une consommation autonome, ou une consommation incompréhensible, qu'on ne comprend pas exactement pourquoi on a ça. Un exemple typique, par exemple, ça pourrait être une consommation minimale que tous les ménages ont besoin, par exemple, pour survivre, et que ça ne dépend pas du revenu disponible. Donc, ce paramètre-là, il pourrait représenter ça. Après, qu'est-ce qui représente la petite c? La petite c, en fait, ça représente simplement la propension marginale à la consommation. Donc, si vous faites la dérivée de la consommation, de cette fonction de consommation par rapport à y moins t, vous voyez que cette dérivée, c'est simplement la petite c. Donc, c'est simplement, il nous parle de la propension marginale à la consommation. Et comme vous savez déjà que la propension marginale à l'épargne, c'est simplement 1 moins la propension marginale à la consommation, c'est quoi la propension marginale à l'épargne? C'est 1 moins c. Donc, si vous voulez, dans l'exemple que je vous ai montré, si par exemple, je vous dis que, comme je vous ai dit avant, dans cet exemple-là, je vous avais dit la propension marginale à la consommation, c'est 0,7. Donc, basiquement, dans la fonction que je vous ai montrée, la petite c, c'est égal à 0,7. Voilà, vous voyez. Et la propension marginale à l'épargne, que c'est 1 moins c, voilà, c'est 1 moins 0,7, donc 0,3, comme je vous avais dit dans l'exemple précédent, vous voyez, 0,3, voilà. Donc ça, c'est un exemple de fonction de consommation. On va essayer de représenter cette fonction de consommation. On va l'expliquer dans un graphique. Donc on va passer à nouveau au tableau. Voilà, je vais vous représenter la fonction là. Donc ici, on doit représenter la fonction de consommation. La fonction de consommation, rappelez-vous, la fonction de consommation, l'exemple que je vous ai mis dans les diapos, c'est simplement une constante petite c fois y moins t plus cette consommation autonome, la consommation minimale, vous pouvez l'interpréter comme vous voulez. Donc là, on peut représenter cette fonction-là dans ce plat-là. Donc je mets ici la consommation. Ça, je mets la petite trace là pour dire que c'est un C majuscule. Donc consommation, que c'est une fonction de y moins t. Et ici, je mets les revenus disponibles. Donc cette équation-là, comme je sais que C est positif, et on va considérer que ce 0 est positif parce que c'est simplement une consommation, par définition, la consommation est toujours positive. Donc cette équation-là, simplement, c'est une droite. Si vous vous rappelez de l'équation de la droite, ou la fonction affine, si vous préférez, c'était toujours quelque chose comme ça, xb, a fois x plus b. Ça, c'est la fonction affine. Donc là, on a un cas. À la place d'avoir x, on a les revenus disponibles. À la place d'avoir y, c'est la consommation. Donc là, si vous vous rappelez, quand vous représentez la droite, quand y est égal à 0, la consommation c'est 0. Voilà. Et c'est la pente, une pente positive. Voilà. Donc ça, c'est la fonction de consommation. Et la pente de cette fonction de consommation, c'est la propension marginale à la consommation, qui c'est égal à C. Et à nouveau, rappelez-vous, la propension marginale à l'épargne, c'est simplement 1 moins la propension marginale à la consommation, alors c'est 1 moins C. Voilà. Donc ça, c'est un typique exemple
des fonctions de consommation, comme je vous le montre là. Voilà. Et ici, vous savez les exemples, j'applique à nouveau l'idée que je vous expliquais là, les 0,7. Donc, avant, comme je savais que la propension marginale à l'épargne est sur 0,7, c'est-à-dire des 5 euros additionnels, 70 centimes, on l'utilise pour consommer davantage. Les choses qu'on sait ici, c'est que la petite c, c'est égal à 0,7. Et alors, la propension marginale à l'épargne, c'est en moins 0,7, alors égal à 0,3.